Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. Ce soir, nous recevons pour vous un homme politique, un diplomate, un homme de culture, un chef traditionnel, bref, un personnage difficile à présenter en peu de mots, mais que nous allons tenter de vous faire découvrir. Il a été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, chargé d'affaires à l'ambassade du Burkina Faso aux États-Unis, puis ambassadeur à Moscou. En 1992, il est nommé ministre des enseignements secondaires et supérieurs ainsi que de la recherche scientifique. 5 ans plus tard, à l'issue des élections législatives en mai 1997, il est élu président de l'Assemblée nationale le 7 juin 1997, poste qu'il occupe jusqu'à la fin de la législature en 2002. Et son Excellence Mélégué Traoré est réélu à l'Assemblée nationale lors des élections législatives en mai 2002, où il siège en tant que député. En 2007, il se présente de nouveau aux élections législatives et est élu dans la province de la Liraba. Et son Excellence est également commissaire général et président de la Fédération burkinabé des scoutismes. Son Excellence, et voici brièvement ce que l'on peut dire de votre parcours. Et nous aimerions maintenant savoir un peu plus sur l'homme qui se cache derrière cette biographie. Je suis entré aux affaires étrangères après l'IAP, l'Académie diplomatique de Paris. Oui. Et j'ai été immédiatement nommé conseiller technique du ministre. Donc c'est là que je suis resté. Et très rapidement aussi, j'ai été nommé premier conseiller de notre ambassade à Washington. Et l'ambassadeur est parti 6 mois après et je suis devenu le chargé d'affaires. Ensuite, Sankara m'a nommé à Moscou. Merci beaucoup. Et dites-nous, comment était votre enfance? Alors, mon enfance, c'est l'enfance vraiment d'un villageois, d'un petit Sonifo. Et j'y tiens beaucoup parce que c'est elle qui m'a façonné, vraiment, véritablement. Et je suis un enfant de la brousse. Et jusqu'à présent, mes principales références se trouvent à Bougoula, le Kankalaba, mon village. Et je connais tellement la brousse que même aujourd'hui, les yeux fermés, je peux aller n'importe où là-bas. Et puis, c'est ça qui explique aussi mon ancrage dans l'animisme, bien que j'ai été baptisé catholique en 63 ou 64, je ne me rappelle plus très bien. Ce que je peux vraiment dire, c'est que je suis d'origine paysanne. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Et mon enfance a été marquée, bien sûr, par les groupements dans les villages. La chasse, je faisais beaucoup la chasse. Et de temps en temps, j'étais au pâturage avec les bœufs du papa. Mais c'est surtout la chasse qui m'a marqué, la pêche collective dans la Como, dans la Léraba, une branche de la Léraba, le fleuve Léraba. Et c'est peut-être parmi les plus belles années pour moi, véritablement. Voilà. Et vous avez tantôt dit que vous êtes baptisé. Ah, j'ai été baptisé. Cela, vous êtes également... Oui, j'ai été baptisé catholique parce que j'étais dans une école des prêtres missionnaires, des pères blancs, à Kankalaba. On doit être, je crois, la 3e génération, parce que l'école de Kankalaba a véritablement ouvert ses portes en 56, 54, 56. Et nous sommes la 3e génération. Mais à l'époque, si vous êtes dans une école catholique, vous devez vous baptiser, même si vous êtes un fils d'imam. Effectivement, nous avions des copains qui étaient des fils de grands musulmans, mais qui se sont baptisés. Naturellement, quand on a quitté le collège de Toussana, la plupart sont retournés à leur religion d'origine. Moi, j'ai continué les deux simplement parce que j'ai fait le collège de la Salle. C'est-à-dire que j'ai été au collège de Toussana,
où j'ai adhéré au scoutisme. J'étais chef de la patrouille des gazelles. Et quand je suis arrivé ici en 68, au Collège de la Salle, on m'a confié la troupe scout de la Salle qui s'appelait Saint-Louis, la troupe Saint-Louis du Collège de la Salle. Et j'ai continué, comme c'était des scouts catholiques, j'ai été très très actif dans l'action catholique à l'époque, très. Et j'étais un des principaux responsables du comité intermouvement d'action catholique. Et nous avons, je me rappelle bien, comment nous nous sommes battus en décembre 58 au premier congrès de la jeunesse voltaïque pour qu'il n'y ait pas de jeunesse unique dans le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez, quelqu'un comme moi, qui est né dans la brousse, qui est né dans l'animisme, il ne peut pas laisser tomber ça. Mais pour moi, je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais ce n'est pas incompatible. C'est le même Dieu. Nous, on dit chlore, en Senufo, clé, dans d'autres branches de Senufo. Mais pour moi, le catholicisme me renforce aussi en même temps. Et mes meilleures fréquentations aujourd'hui, parmi mes meilleures fréquentations figurent les évêques, les cardinaux, le cardinal Philippe Foudrago qui est ici régulièrement. J'ai beaucoup de relations avec l'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Conchego, et avec le président de la conférence épiscopale, Monseigneur David. C'est pour dire que je n'ai jamais quitté les milieux catholiques. Et au niveau international, j'ai été un des principaux responsables de la conférence internationale du scoutisme catholique à Bruxelles, la SIX. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité pour moi. Donc vous pensez qu'une personne peut à la fois pratiquer la religion et catholique ou musulmane et en même temps l'animisme? Écoutez, la vérité c'est qu'il y a 100% d'animistes au Burkina. Dans ces 100%, il y a 30% qui ont ajouté l'islam. Il y a 20, peut-être qui ont ajouté le christianisme. Et puis les autres sont restés dedans, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui tôt ou tard ne part pas au village chez lui pour faire des sacrifices. C'est très rare. C'est un peu... donc ça ne me gêne pas. Mais est-ce normal, est-ce que c'est pas mieux que soit on décide d'être animiste ou qu'on décide d'être musulman? Mais pourquoi vous voulez choisir? Pour quelle raison? Non, pas que nous voulons sortir. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi le fait d'appartenir aux deux vous gêne? De toute façon, dans l'animisme, il y a d'abord Dieu. Chez nous, c'est clair. Ou chlore, comme on dit chez nous à Kankalaba. On ne peut pas imaginer chez nous quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est pas pensable. De toute façon, ça n'existe même pas dans la pensée ce niveau. Donc, vous voyez que ça devrait aller. D'accord, voilà. Votre Excellence, oui. Dites-nous dans quelles conditions vous avez été inscrit à l'école. La vérité, c'est qu'à l'époque, on obligeait. Personne à Kankalaba ne voulait inscrire son enfant à l'école. On estimait au village que si on t'inscrit à l'école, c'est la perdition pour le village. Que tu es perdu. Tu es perdu, tu es vraiment perdu. Et si bien que, au début d'ailleurs, quand on a voulu faire les premières inscriptions en 54-56, après près de peut-être 1 an, 2 ans, l'instituteur qui devait recruter n'avait pas eu le nombre d'élèves pour remplir la classe. C'est quelques personnes seulement. Et c'est comme ça que les instituteurs se sont adressés au commandant de cercle qui correspond à nos préfets actuels pour qu'il intervienne auprès des familles. Et comme les familles ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école, eh bien, on prenait simplement l'état civil et on regardait la liste des enfants. On regardait ceux qui ont l'âge autour de 7 ans, 6-7 ans, et on les inscrivait d'office. Donc, et quand on a annoncé, chez moi par exemple, quand on a annoncé que j'étais recruté,
Chez moi, ça n'a pas posé trop de problèmes parce que mon papa, Zania, était le grand chef de tout Kankalaba. Il avait des contacts avec les Européens. Donc, mais il y a des familles qui ont refusé catégoriquement. Ils ont refusé catégoriquement. Bon, chez moi, ça n'a pas posé trop de problèmes, mais le nombre que nous étions, je suis le seul, finalement, à être resté jusqu'au bout. Donc à l'époque, il fallait rester et aider les parents dans les travaux champs. Ah, c'était pas ça. C'est l'appartenance même à un monde qui n'intéresse pas les paysans. Alors, sans compter le côté matériel qui est que si tu es là-bas, on estimait que tu es perdu pour les travaux champêtres, alors que c'est pas vrai. Chez les Sénéfos, vous savez, on cultive la grosse d'abord, la grosse roue des Sénéfos. Et dans chaque village, il y a une association de culture, des associations traditionnelles. Et dans chaque village, celui qui est le chef de l'association, les jeunes cultivateurs, on l'appelle le Nyambla. En Sénéfo fait effort, mais c'est trop compliqué pour vous. Dites Nyambla en Djoula. Et j'ai été le Nyambla jusqu'à ma seconde. Donc chaque année, je retournais au village, je cultivais pour le vieux. Et quelle est la particularité des Sénéfos par rapport aux autres ethnies? Non, d'accord. D'abord, il faut savoir qu'il y a à peu près 30 millions de Sénéfos, c'est beaucoup. Hein. Mais les plus nombreux ne sont pas au Burkina, les plus nombreux sont au Mali. Et ensuite en Côte d'Ivoire. Et puis nous, au sud-ouest du Burkina Faso, nous constituons le troisième groupe. Dans la particularité, nous faisons partie d'un ensemble d'ethnies qu'on appelle les sociétés segmentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi central, il n'y a pas de chef central. Chaque village est indépendant. C'est pour cette raison que les Européens ont eu beaucoup de mal à conquérir la zone parce qu'il fallait conquérir village par village. C'est-à-dire que ce n'est pas comme d'autres ethnies où il suffit de conquérir, d'avoir le chef avec vous et puis tout le monde avec vous. Nous, ça n'a pas marché comme ça. Et ça, c'est une des caractéristiques. Mais ce n'est pas propre au Sénéfo. C'est pour toutes les ethnies qui sont autour de nous, les Samla, les Turkas, les Natoro, les Karaboro, les Lobi, les Dagara, etc. C'est la même chose. Et c'est des sociétés qui sont très agraires. Très agraires, c'est-à-dire qu'ils sont très attachés à la terre. Et ça a été la force et la faiblesse des Sénéfos en même temps dans l'histoire. Votre Excellence, nous allons à présent parler de votre parcours secondaire. Après le baccalauréat, vous vous inscrivez à l'université de Ouagadougou. À Ouagadougou. Où vous obtenez 2 licences. Alors, non, oui, il faut bien préciser que j'ai fait un bac D. J'ai fait une seconde C et j'ai fait un bac D. Mais je voulais faire du droit ou des lettres. Parce qu'en vérité, je ne voulais pas être diplomate. Je voulais être enseignant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles jusqu'à aujourd'hui j'enseigne dans 3 ou 4 universités. Parce que j'aime ça. C'est ce que je voulais faire. C'est simplement quand j'ai découvert qu'à l'université, j'avais des potentialités pour faire plusieurs choses en même temps. Donc j'ai fait, effectivement, j'ai fait 2 licences, ensuite 2 maîtrises, ensuite 2 ou 3 DEA, ensuite j'ai préparé 3 thèses de doctorat à Paris et à Bordeaux, mais la législation française ne permet pas de présenter 3 thèses de doctorat. Il faut choisir une thèse, donc j'ai choisi la science politique. Et donc c'est ça que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, le choix de la carrière était beaucoup plus compliqué. Je voulais enseigner. Et quand j'ai terminé mes études, je suis rentré ici, j'ai préparé 2 dossiers pour la fonction publique. Un dossier pour enseigner à l'université et un dossier pour les affaires étrangères. Mais c'est sous la pression des amis, etc., notamment le colonel Félix Tchentarboum, qui était ministre de la Jeunesse, comme j'étais commissaire général des Sceaux. Et c'est eux qui m'ont poussé à finalement choisir la diplomatie. C'est comme ça que je suis devenu diplomate. Et qu'est-ce que vous retenez de votre parcours à l'étranger?
Oui, mais ça c'est très riche. C'est très riche parce que je faisais mille choses en même temps. Parce que même en étant à Washington, j'ai continué à être commissaire général des scouts jusqu'en 1986. Ça veut dire que je rentrais régulièrement de Washington ici, pour les réunions, pour les camps, pour les conférences, etc. Et je remercie les différents ministres parce qu'ils ont été compréhensifs, sinon je n'aurais pas pu le faire. Et il faut dire que mon premier ambassadeur, celui qui était mon supérieur, c'était Kibroy Corentin, malheureusement qui n'a pas duré, qui a disparu aujourd'hui, a été très compréhensif aussi. Donc ça me permettait de revenir régulièrement ici. Mais ce que j'ai surtout retenu là-bas, c'est le système américain. Le système américain qui est très riche, très libéral, mais qui a ses défauts aussi. Il ne faut pas vous imaginer que tout est beau là-bas comme ça. J'ai appris beaucoup de choses aux États-Unis. Beaucoup de choses. Et puis surtout, cela m'a permis de tisser des relations avec les diplomates du monde entier. Parce que, vous savez, quand vous allez à l'Assemblée générale de l'ONU, vous apprenez beaucoup de choses. Or, chaque année, le chargé d'affaires ou le premier conseiller devait aller avec l'ambassadeur à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre chaque année le 3e septembre, le 3e mardi du mois de septembre chaque année. Et chaque pays est représenté dans l'hémicycle par 5 personnes, quelle que soit la taille du pays, quelle que soit sa puissance, c'est 5. Alors j'ai été souvent parmi les 5 du Burkina Faso à représenter notre pays. Et c'est là que j'ai tissé peut-être mes meilleures relations dans le monde. En plus, bien sûr, des autres types de relations que j'avais grâce au scoutisme. Apparemment, vous avez aimé le mouvement des scoutisme. Ah oui, j'ai aimé et puis surtout, j'ai beaucoup dirigé parce que j'étais non seulement commissaire général des scouts du Burkina Faso, président de la Fédération voltaïque du scoutisme, mais également j'étais au bureau africain du scoutisme. Et selon vous, quel rôle le scoutisme peut jouer dans la formation civique et morale de la jeunesse? Oui, c'est beaucoup. C'est exactement le genre de mouvement, à mon avis, que tout le monde devrait faire. Même si vous ne faites pas le scout, un jeune ou votre enfant ou votre frère ne va pas chez le scout, il faut le faire partie dans une autre organisation de jeunesse qui ne dépend pas du gouvernement forcément. La GEC, par exemple, la jeunesse étudiante catholique, a joué un grand rôle ici. La JOC, la jeunesse ouvrière catholique, a joué un grand rôle en notre temps. La jeunesse agricole catholique, la JAC. C'est vraiment une école de formation à côté de l'école classique. Voilà. Mais apparemment, le scoutisme n'est pas... Et la formation n'est pas totalement facile parce que souvent il n'est pas facile. C'est parce que ça forme physiquement aussi. Parce qu'on va dormir en brousse. Hein. On va dormir en brousse et je ne peux pas vous raconter toutes les histoires, mais il y a au moins certains de mes scouts qui sont Roch Kabouré, c'était mes premiers scouts ici. Le président, oui. Quand je suis arrivé, j'étais en seconde, il était en 6e. Et ça a été mes premiers scouts et nous avons gardé de très bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est surtout aussi parce que généralement j'aime conceptualiser. Je pense qu'à partir d'un certain niveau dans le scoutisme, il ne faut pas se contenter des pratiques. Il faut aussi conceptualiser le mouvement. Et en Afrique, j'ai été un des principaux chefs scouts à conceptualiser le mouvement. C'est pour cette raison que probablement, en tout cas dans les pays francophones, je suis l'auteur de la moitié des ouvrages sur le scoutisme. Il y a certains ici d'ailleurs. Djarabi Scout de Haute-Volta. Djarabi, c'est un terme lobby que j'ai pris pour faire mon premier livre sur le scoutisme. Voilà. Et c'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut intégrer, ou bien étant à partir de 5 ans déjà? Non, pas 5 ans. Il y a plusieurs branches dans le scoutisme. La première branche, c'est les louveteaux, les petits loups. Alors, et c'est à partir de 8 ans. À partir de 12-13 ans, c'est la branche des éclaireurs. Et nous, au Burkina, on a rebaptisé ça les Djorobais. On a copié ça au lobby. Et après ça, c'est la troisième branche, c'est les routiers en français.
Mais nous, on les a baptisés ici les aînés. Les aînés. Voilà. Et donc, non, le scoutisme, ça a été ma vie. Hein. Et pour la petite histoire, je n'aurais pas pu connaître mon épouse, qui est burundaise, elle n'est pas burkinabé, sans le scoutisme. C'est parce que je suis allé animer des séminaires au Burundi que je l'ai rencontré. Là, apparemment, ça vous a... Ah, ça m'a beaucoup marqué. Oui. Et en tout cas, si vos frères ou vos enfants peuvent, il faut les... C'est très formateur. Et Votre Excellence, vous avez également été président de la Fédération burkinabé. Et bon, on était en train de parler de ça tantôt. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce mouvement et quel regard portez-vous? Non, j'ai été un des principaux animateurs, mais j'étais pas seul, mais on a plusieurs qui ont vraiment... Je peux au moins citer ceux qui m'ont précédé. Parce que ça a été vraiment nos aînés. Il y a d'abord Gaston Ouedraogo, de Kolanava, qui est décédé maintenant, qui a été le premier commissaire national des scouts de Haute-Volta. Et ensuite, il y a Antoine Sommet, qui est décédé aussi, qui a été un grand chef scout, et qui a écrit un livre, qui a fait un écrit qui s'appelle Scoutopsie, c'est-à-dire autopsie du scoutisme, pour dire qu'il faut amener des réformes. Et c'est finalement moi qui ai fait les réformes qu'Antoine préconisait. Et alors, après moi, il y a Désiré Sobé en Sanikou, qui est jeune, qui est là toujours. Et donc, franchement, en tout cas, les chefs scouts burkinabés se distinguent en Afrique. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur son évolution? Je ne peux pas beaucoup vous en parler parce que je ne suis plus tellement le mouvement, mais il n'a plus le même rayonnement qu'avant. Non, il n'a plus le même rayonnement qu'avant. Désiré Sommet, qui a été après moi en tout cas le principal grand chef scout, on en parle souvent avec lui. Il faudrait relancer tout ça. De toute façon, on a vu que ce soit les scouts, que ce soit la GEC, la JOC, la JAC. Il y a un mouvement qui s'appelle les JTC, les Jeunes Témoins du Christ. Vous serez surpris, mais c'est moi qui ai amené ça. C'est pas moi qui ai amené ça au Burkina, mais c'est moi qui ai lancé. C'est parce que à Toussiana, un jour, je me suis dit, la cloche sonnait comme si c'était un internat et on devait aller manger au restaurant. Et j'ai eu l'idée comme ça d'aller à l'église prier avant d'aller manger. Et j'ai demandé à quelques copains de venir, ils sont venus. Et donc on a pris l'habitude chaque jour, avant d'aller manger, de prier. Et on s'est aperçu après que c'est un mouvement qui existait en France et qui s'appelait les JTC, les Jeunes Témoins du Christ. Et à partir de tout ça, ça s'est répandu partout. On voit, je suis très engagé côté catholique aussi. Oui. Ouais. Et est-ce que de nos jours, il vous arrive de participer à la célébration de la messe de foi? C'est très rare. Très rare. Mais ça me gêne pas. Ça ne me gênerait pas, mais je dois avouer que c'est très rare maintenant. C'est très rare. Alors les gens me disent, non, tu tues tes poulets tout le temps, et tu vas à la messe. Je dis, mais pourquoi pas? Et je vais profiter de ce que vous venez de dire pour vous demander quel regard portez-vous sur l'initiative du président du Faso de mettre en place la journée du 15 mai. La journée du 15 mai, c'est une vraie trouvaille. À mon avis, il fallait vraiment y penser, il fallait le faire depuis longtemps. Et ça, franchement, je félicite le gouvernement pour cette initiative parce qu'elle correspond à la réalité sociologique de notre pays. On ne peut pas imaginer que j'allais dire même la principale religion de base, en tout cas historiquement, il n'y a aucune fête, aucune journée de célébrée pour les animistes et ou les coutumiers. Et puis, vous savez, combien de fêtes pour les musulmans? Combien de fêtes pour les chrétiens? Donc l'animisme était, les coutumiers, la tradition était les seuls pour lesquels il n'y avait aucune journée. Donc vraiment, c'est formidable. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez dû me voir danser à la télé avec le couteau ensanglé. Je venais de tuer des poulets sur des fétiches le 15 mai l'année dernière. Et puis
On m'a pris. J'attends avec impatience le 15 mai prochain. Allez, danser encore. Absolument. Parce que une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que je suis un très bon joueur de balafon et un danseur de balafon aussi. Si vous commencez, même bien que je sois malade actuellement, si vous commencez à jouer du balafon ici, je ne vais pas me lever danser. Vous avez dû remarquer que dans mon bureau, il y a toujours du balafon. Non, il y a toujours une cassette de balafon. Après l'émission, on va faire une démonstration. Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord, Votre Excellence. Nous sommes au terme de la première partie de notre émission. Les téléspectateurs de Fadima Web TV, nous arrivons au terme de cette première partie de votre émission. Nous étions en compagnie de son Excellence Mélégué Traoré. Avec lui, nous avons découvert son enfance ainsi que son parcours riche et inspirant. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'émission.